manifestation, sa prérogative, d'être autonome. Autrement, c'est un robot, un zombie. Alors l'homme, maintenant, a sorti sa propre volition. Et depuis qu'il fait ça, ben, il devient vraiment un être humain, pas seulement un nominal. Hein? Alors c'est ce qui fait sa caractéristique. Il est vraiment l'étincelle du brasier solaire, que faute de meilleurs termes, on appelle la vie, hein, en toutes ces manifestations. Alors l'homme est un dieu en gestation. Alors, autonome. Oui, en gestation, Oui, en gestation. potentiel. Oui. Oui, parce que le libre arbitre, moi j'ai beau regarder ma vie, regarder la vie de tout le monde autour, j'ai plus l'impression qu'on est sur un champ de bataille, qu'on a le libre arbitre de circuler dans le champ de bataille, mais on est dans le champ de bataille. Effectivement. Ouais. Il y en a qui ont un libre arbitre un peu plus libre arbitre que d'autres, qui sont peut-être en haut de la montagne en train de commander les troupes. Mais son propre arbitre à part de ça. Hein. Il ne faut pas que ce soit arbitraire. Ses choix ne sont pas arbitraires. Il est lui-même l'arbitre de son propre destin. C'est ça qui fait sa dignité aujourd'hui et sa prérogative. Il prend son destin en main. Il est le Dieu de sa vie. Ouais. Moi, là, ça achoppe sur le libre arbitre, là, moi, j'achoppe. Maintenant, parce que les dieux, quand on parle de dieux, des dieux, c'est des dieux anthropomorphiques, notre propre fabrication. Croyez-vous en Dieu, je crois bien, c'est moi qui l'ai fabriqué. Très bien. Alors, tout le monde peut dire ça, hein, qui que ce soit. Mais Dieu, c'est la vie, avec tout ce que comporte de manifestations. Alors, l'homme étant détenteur de la vie, hein, alors, il doit prendre son destin en main et faire son cheminement d'après sa propre discrétion. Son propre jugement. Autrement, c'est simplement un automate. Les ésotéristes, et puis je pense aussi les alchimistes, comme beaucoup de métaphysiciens, affirment que la Terre est une planète expérimentale. Le président, on dit que c'est le dépotoir du système solaire dans le moment. Ah, ben, j'ai pas dit ça, mais c'est le dépotoir du système solaire. Bon, est-ce qu'on a choisi de venir s'incarner dans un dépotoir du système solaire? On a été implanté sur cette terre. Alors où est le libre arbitre déjà au départ, là? Au début, des beaux tu gars, hein, c'est ce qu'on lui a dit. Alors, qui viennent de Vénus, qui viennent d'ailleurs, qui viennent directement du brasier solaire, c'est pareil comme si on allait homéniser la Lune, on dirait, ben, vous avez toutes les facilités pour vous survivre sur cette planète-là, mais faites comme bon vous semblera. Ouais, un libre arbitre au niveau de la survie, ça c'est intéressant, de la survie. De survie, il faudra préciser ça, au niveau de survie. Parce qu'au début, on lui a donné la vie. Ça, c'est de l'existence, mais c'est pas de la vie, la survie. Non, mais maintenant, il s'agit il y avait l'existence d'abord, hein, l'être-té. Mais l'être-té, ce n'est pas la manifestation. Alors son destin, son devoir, son privilège, c'était de manifester toute son intelligence qui était inculquée par la force qui l'a créée, afin qu'il crée la terre, qu'il la cultive pour ses propres fins ou pour les fins de ceux qui l'ont implantée. Bon. Et si on regarde l'évolution de manière totalement objective, là, sans émotion, objectivement, où est le pouvoir, où est la puissance de l'homme face à son environnement, face à la nature, face aux éléments? Où est son libre arbitre dans tout ça? Il est totalement impuissant. Oui, mais il y a la compréhension. Il peut se sentir impuissant, mais il peut défier la nature par un surcroît d'intelligence. Parce que l'homme a toujours cheminé en faisant face à des obstacles. Et cette intelligence-là se développe au cours de l'évolution, mais est-ce qu'elle a existé à travers toutes les époques précédentes, ou est-ce qu'on s'en va vers un développement naturel? Selon la forme que l'homme a prise, la forme physique, l'homme a développé son intelligence. Maintenant, il faudrait s'entendre sur le mot intelligence. C'est quoi de l'intelligence? Capacité d'adaptation à un environnement. Oui. D'adaptation à un environnement. Exactement. C'est ça qui caractérise l'homme. C'est presque de la ruse, ça. C'est ça qui caractérise. C'est pas rien que Darwin qui nous le répète, mais l'homme est un être d'adaptation, surtout. Hein, et principalement. C'est ça qui a fait sa survie. Bon, alors, s'adapter, c'est prendre davantage de circonstances apparemment adverses. Et apparemment adverses. En attendant qu'on ait plus d'intelligence, c'est véritablement adverse. Oui. Et alors, il veut sortir cette supériorité innée, parce qu'il y a une réminiscence de son antécédent. Alors, il défie tout ce qui lui est antagonistique. Et l'homme a vaincu les forces de la nature, il en a dominé une grande partie, parce qu'il a compris qu'il possédait en lui assez d'intelligence pour défier ces éléments qui lui est inférieur. Bon, supposons qu'il soit capable de
de défier les éléments de la nature ou de les prévoir, tremblements de terre, catastrophes, etc. Supposons, on en est encore pas là. Parlons des ouais. forces, par exemple, des forces maîtrisées, hein, Oui. où il y a des forces tolérées, tout ça. Alors, il a dit les éviter plutôt que de vouloir les maîtriser immédiatement. Mais certaines forces, il y a su les armes à feu. Mais les véritables forces qui sont contre lui dans cette lutte-là de survie, est-ce qu'elles ne sont pas en lui-même, justement? Oui, si naturellement, il n'a pas assez de jugement pour faire l'équilibre entre l'obstacle et... Je veux dire, les guerres, c'est nous qui les produisons. Oh, définitivement. Bon. Oui, définitivement. Bon, alors, mais c'est le résultat de l'initiative de l'homme, les guerres, de son effet de défi à l'antagonisme quelconque, que ce soit un antagonisme d'occupation de terrain, mais oui, mais ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Ça existera toujours. Bon. C'est l'antagonisme dans la nature, là. Tout à fait sûr. La nature organique, c'est pas une preuve d'intelligence, ça, je pense. Mais il y a l'intelligence cosmique. S'il y a d'intelligence dans l'homme, c'est parce qu'il y a une source d'intelligence. Alors la nature est intelligente, définitivement. Elle est intelligente. Il y a des forces antagonistiques, l'autre sont antagonistiques. Mais il y a l'intelligence dans les deux. Et dans l'homme, quel est ce combat qui est dans l'homme qui fait qu'il avance un petit peu comme une tortue? Il l'a constaté comme étant salutaire à son cheminement, à son bien-être, à sa survie, ou ce qui est détrimentaire à sa survie. Alors, l'intelligence s'est manifestée par observation. Par observation tout d'abord. Bon, j'en reviens toujours, moi, au libre arbitre, parce que je pense que c'est un élément important, ça, dans... Oui, c'est ce qui caractérise l'homme. Il en a pris plein d'avantages, et à mesure qu'il progresse, il décide de se défier de toutes ces forces qui, apparemment... Il constate aussi son impuissance. Son impuissance, bon. Oui, son impuissance, ou son incapacité temporaire à tout les dominer. Il ne sent pas impuissant, il y a toujours derrière lui cette intuition qui peut dominer toute la nature. C'est parce que son potentiel n'est pas réalisé en totalité. Exactement. Alors son cheminement, son évolution consiste à comprendre de plus en plus ces forces de la nature, à les absorber, à les attaquer, une par une, afin de les dominer. Que ce soit des forces subtiles, ou bien que ce soit des forces grossières. Les forces grossières, alors il n'a qu'à les éviter, s'il n'est pas en mesure de les combattre. Quant aux forces subtiles, il n'a qu'à multiplier ses observations et en venir à des décisions qui seront utiles et salutaires. Bon, à travers tout son cheminement chaotique, là, à travers l'évolution et l'involution de l'homme, il y a l'histoire ou la mythologie grecque. Oui. J'aime bien faire référence à ça parce que c'est pas du monde. Non, pas Prométhée. Oui, prenons le Prométhée. Hein? Oui, Prométhée, le mythe de Prométhée. Le mythe de Prométhée. Oui. Bon. Il a bâti ses propres ailes pour aller ravir le feu du ciel, mais quand il est arrivé devant le soleil, les ailes ont fondu. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont voulu nous dire, les Grecs, avec cette affaire-là? Peut-être sincère, sans cire, sinécira. Pas sincère. Tu vois, logiquement, tu sais, sincère, on dit, rappelez qu'il soit sincère, sans cire. Les latins, quand ils commandaient une statue, ils souvenaient, étant en marbre, ils n'avaient pas fait un coup mal taillé, alors ils mettaient de la poudre de marbre avec de la cire, puis ils faisaient un nez qui avait été amputé, par exemple. Alors ils demandaient, est-ce que c'est Sinécira, est-ce que c'est Sinécira, on peut le sortir, était sincère. Bon. Alors, c'est d'accord. Alors l'homme a atteint cet état de sincérité par des expériences, des bévues qu'il a fait. L'observation, quoi. C'est vrai que la science de l'arbre du bien et du mal. Les erreurs lui ont enseigné autant que ses observations justes. Bon. En constatant son impuissance, encore dans la mythologie grecque, il y a l'histoire de Pandore. Oui, justement. Le dieu qui ouvre la boîte qui contenait tout ce qui était bénéfique à l'humanité, à l'origine de l'homme, et tout s'est envolé hors de la boîte, la paix, l'amour, la justice, sauf l'espérance. L'espérance. Qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'espérance? D'abord, pragmatique. On dit que la foi, par le biais d'espérance, nous donne l'amour. Hein? L'amour, c'est l'harmonie totale de notre être avec le non-être. Hein? Alors, le bois de Pandore, c'est simplement, il s'agit de vider la boîte de toutes ses expériences, de tout son contenu. La vie de toutes ses expériences, afin d'atteindre le summum bonum qui est l'amour, la charité, foi, espérance, charité. Hein? Bon, alors, c'est par le biais de l'espérance qu'il va atteindre à cette
en soi qui lui permet d'atteindre l'harmonie totale avec son être et le non-être. Et donc c'est à peu près tout ce qui reste à l'humanité depuis son origine Le- comme support de l'espoir. Exactement. C'est pas beaucoup. Non, mais c'est ce que notre vénérable pontife. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. en le quelque libre sorte. arbitre, oui. Bon, ben, On lit la le boucle est siècle bouclée, passé. le libre On lit le arbitre, siècle passé, oui. on commence à alterner là. Oui. Pas bien gros. Mais seulement, l'arbitraire, ou l'arbitrage, comme on dirait dit parfois, consiste à peser les deux côtés d'une situation, n'est-ce pas? Parce qu'on ne choisit pas au hasard, c'est pas... alors, il s'agit de bien mesurer les deux côtés d'une situation. Ça, c'est arbitrer une situation. Et là, pour c'est plus salutaire. Alors, le libre arbitre est très précieux, parce que nous permet de juger correctement une situation. Et en mettant notre expérience en jeu, on pose le geste qui nous fait avancer dans notre cheminement. Bon, alors il y a un libre arbitre, mais à une échelle quand même réduite. Oui, réduite. oui. Mais dans la nature, il y a le libre arbitre aussi, les forces sont antagonistes. Il n'y a jamais toujours une qui gagne, après qu'il y a eu le milieu entre les deux. Hein. Que ce soit l'eau, le feu, que ce soit la terre, la mer, le ciel, la terre, c'est pas l'importance. Il y a toujours une lutte entre les deux. La lutte des forces. Et alors pour en revenir à la réincarnation, je ne sais pas, vous aviez peut-être préparé quelque chose, Oui, j'ai l'impression, oui, puis on n'en oui. a pas parlé beaucoup. Ça fait que je vais vous laisser aller un petit peu peut-être dans le Ben, schéma. je voulais simplement attirer l'attention d'abord de notre audience sur tous ce panthéon que l'on a ici. Tous ces gens dont on a les portraits là, sont des gens qui, eux, ont atteint cet état de réminiscence de ce qu'ils furent dans les vies passées. Je prends par exemple le comte de Saint-Germain. Je peux prendre ce cas, je peux prendre Maurice, tous les autres. Ce sont des gens qui ont réalisé leur histoire, leur évolution, aussi bien que leur évolution, et qui, à la lueur de cette connaissance-là, ont pu nous guider dans notre cheminement vers la vie. Bon, maintenant, il y a un élément pratique à retirer de toute cette connaissance-là, qu'il est possible pour nous, chacun de nous, de se souvenir de notre antécédent, pas nécessairement dans tous les détails, mais réaliser, comprendre, appréhender ce que l'on fut dès le début de notre apparition sur le plan terrestre, afin de pouvoir et de prévoir ce que l'on pourra être ultimement. Se souvenir. Il y a une façon de se souvenir. Oui, il y a une façon. Oh, il y a même des exercices. Au Tibet, on donne des exercices, qui disent ça. En Égypte, on en parle aussi. Et je pense qu'il y a une loge quelque part qui donne des précisions sur ça. Des fois, se souvenir des vies passées. C'est pas méditation, mais méditation en passant à travers la célébration. Ce n'est pas de méditation mentale, ni supramentale. C'est un recul vers le non-être, si on peut employer le terme. Avant qu'on soit véritablement individualisé, on était déjà partie de l'âme collective, l'âme de la race. Alors, pour pouvoir se reporter à cette période-là, où l'homme faisait partie d'un grand tout, alors qu'il avait accès à toute la connaissance naturelle, alors là, il pourra, en se prévalant ces exercices-là, ces exercices psychiques ou spirituels, se souvenir de ses vies antécédentes. Je ne répète pas dans tous ces détails, mais dans la totalité de son cheminement. Et par le biais de l'hypnose. Oui, par le biais d'hypnose. Depuis quelque temps, il y a une vingtaine qui sont penchés sur ça. Je regardais tout à l'heure ce livre-là. C'est de Mme Fiore, Dr Fiore, une psychanalyste. Et qui, comme tout, nous avons tous déjà vécu, c'est précis, à une dizaine d'exemples de cas sous hypnose, comme ça. Et ces gens-là ont été bénéficiés considérablement. Physiquement aussi bien que moralement et socialement. Qu'est-ce qu'on peut justement retirer d'une connaissance de nos vies antérieures? Une libération de toutes ces blessures que l'on aurait subies. Toutes ces blessures. Par exemple, une personne souffre de migraine périodique ou chronique. Alors, il y a eu certainement une période de sa vie où il y avait un traumatisme quelconque qui aurait causé ça. Si vous mettez le doigt sur cette période-là, par souvenance, alors vous pouvez vous débarrasser des migraines complètement, et bien d'autres choses aussi. Alors vous voulez dire que certains symptômes ou certaines maladies psychosomatiques, c'est attribuable à des vies antérieures? Ah oui, il n'y a pas d'erreur, c'est à faire ça. Il y a des maladies qui défient toute thérapeutique, toute diagnostic aussi. Alors, à faveur de l'hypnose, comme ça,
on met le droit sur le bobo qui nous a été imposé, qui est le plus psychiatrique. Et le tort disparaît. Et ces psychanalystes et ces psychothérapeutes qui, depuis une vingtaine d'années, ont commencé ce genre de traitement psychosomatique. On fait des choses merveilleuses, merveilleuses. Moi, il y a quelques années, j'étais toujours adverse aux outils en hypnose. Mais à quelques reprises, j'ai mis mes souffles de côté, puis j'ai essayé ça. C'est des résultats surprenants, c'est rien d'autre chose que nous pouvons guérir. Rien d'autre chose. Que vous avez appliqué à vous-même? Oui, oui. Oui. Mais dans le temps, moi, je croyais que c'était imposer une évolution sur autrui. J'avais des scrupules, mais aujourd'hui, j'en aurais plus. Est-ce que ça risque pas de produire un choc à une personne qui ne serait pas très bien préparée à ça? Parce qu'on s'imagine tous avoir été ou Nefertiti ou Akhenaton. Ah, oui, on doit se réveiller là dans la séance d'hypnose si on s'aperçoit qu'on a pu être dans des vies antérieures. Ça peut être un choc. Il faut avoir des structures psychologiques pour absorber ça aussi. Mais on faut être bien éduqué dans ce domaine-là, puis être prudent. Parce que les gens peuvent partir sur une tangente dans ce domaine-là. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un mécanisme qui empêcherait une personne de connaître ses vies antérieures si elle n'est pas capable d'intégrer cette connaissance-là? Est-ce qu'il n'y aurait pas une censure qui serait jouée par le cerveau ou autre chose? Je crois que oui. C'est un moyen de nous faire poursuivre notre cheminement sans entrave. Voyez-vous, cette période d'amnésie de 9 mois que l'on subit dans le sein maternel, c'est pour nous faire oublier des parts de nos vies passées, n'est-ce pas? Hein? Alors, cette période d'amnésie-là est importante, et tout au cours de la vie, il y en a des amnésies comme ça. Mais si on se débarrasse de toutes ces parts-là, de toutes ces tâches, ces trous noirs, si on pourrait dire, dans notre cerveau, alors on voit notre vie dans toute la société à partir de son début, et on sait que les deux bouts se rencontreront à la fin. Il y a des occultistes qui prétendent, les spécialistes de la sortie en astral, projection astrale, etc., qui prétendent que lorsque l'âme arrive sur son plan, appelons le plan animique ou le plan astral, comme on voudra, prétendent que l'âme n'est parfois pas au courant elle-même qu'elle est décédée, qu'elle est morte, qu'elle n'appartient plus au plan terrestre. C'est un frère. Oui. C'est un frère, ça peut durer plus. Il y aurait donc des morts qui ne savent pas qu'ils sont morts. Ah oui, justement, rien au moment où il rencontre une personne qui savent qu'il est décédé, qui trouve ça étrange, qui lui dit t'es mort, tu ne savais même pas. On est bien vivant et on ne le sait pas non plus. Prenez des conversations en rêve, par exemple. Vous êtes conscient, on n'est pas conscient que c'est un rêve, n'est-ce pas? On entend une conversation. C'est quoi le mécanisme du rêve? Pour vous, c'est quoi? En rêve, on exprime en langage symbolisé. C'est nous en général. L'individu, l'ego. Nous exprimons, disons. Alors, vive le général. Alors, nous exprimons en rêve toutes les répressions, toutes les tendances naturelles que l'on aura réprimées à l'état de veille pour une condition quelconque, pour une raison quelconque. Par exemple, la société m'empêche de me comporter de telle façon que tout mon être désire. Hein? Alors, j'ai un tabou. Alors, je réprime ce désir-là. Alors, en rêve, pour maintenir l'harmonie dans notre psyché, je l'exprimerai d'une manière symbolisée. Alors, c'est comme une soupape où le couvercle de la cocotte minute, là, qui on ouvre un peu la nuit, ça sort. Oui. Alors, en rêve, nous exprimons en langage symbolisé par revue, par parabole, par... Est-ce que ce n'est pas l'âme un peu qui vit, elle, quelque chose sur son plan, elle? Oui, justement, pour établir l'harmonie dans sa propre psyché, établir l'ordre, cataloguer les événements, les classifier, et finalement les pacifier. Mais est-ce qu'elle n'irait pas peut-être par hasard aussi dans cette aventure-là, la nuit, où elle vit, en quelque sorte, est-ce qu'elle n'irait pas chercher une programmation dans la journée qu'elle imposerait à l'ego? Parce qu'on c'est possible. C'est possible aussi. On peut prendre des résolutions en rêve. Il y a des rêves qui sont docétiques, qui nous enseignent des choses, n'est-ce pas? Le rêve prémonitoire, justement. Le rêve prémonitoire. Alors, prémonitoire est précieux aussi. Est-ce que c'est pas une façon à l'âme de programmer l'ego qui va vivre obligatoirement un événement qui est déjà inscrit? Oui, parce que l'hyperconscient est plus intelligent que le conscient. Le conscient est limité à cette petite expérience. Tandis que l'hyperconscient, ou l'ego véritable, a toute expérience de la race à sa disposition. Alors, peut nous avertir de comportements qui seraient nocifs autrement. Alors, on appelle ça un rêve docétique, un rêve qui nous enseigne un comportement futur.
Les rêves prémonitoires aussi seraient dans la même catégorie. Mais le rêve prophétique nous enseigne à nous conduire correctement dans différentes circonstances. Bon, et qu'est-ce que vous pensez de cette croyance tenace là, orientale qui veut que le plan physique serait en quelque sorte le plan du sommeil et que le plan de la réalité serait celui de l'âme ou celui qui est dans le sommeil? Il y a des gens qui en mourant pourraient dire enfin je m'éveille, hein? Je m'éveille enfin. C'est ça, donc oui. Ils disent donc que la vie sur la Terre est un rêve, dont la contrepartie réelle se passe sur le plan de ce qu'on appelle le rêve. Oui. Vous avez déjà entendu parler de ça? Oui, certainement, oui. Alors, à la mort, une décorporation soudaine, j'avais l'impression de dire, enfin, je m'éveille. Plusieurs ont eu cette impression-là. Ah oui, je m'éveille enfin. Ce qui a été relaté dans les livres des études cliniques là, de Raymond Moody et compagnie. Oui, tout ça aussi. Et cette bonne femme-là qui a fait des expériences elle-même cite cette impression-là à plusieurs endroits. Qu'au moment de la mort des individus, c'est-à-dire, enfin, je me suis éveillé. Je regarde à mon corps, là, puis avec pitié. Et il cite généralement un tunnel qui est traversé ou une vallée. Oui, un tunnel avec une lumière. Un tunnel, mais c'est simplement... je savais que le cerveau est physique, l'esprit n'est pas physique, mais le cerveau, là. Le cerveau a ses dendrites et ses ramifications. C'est des spirales qui vont dans toutes les directions. Alors ces spirales-là, c'est l'ADN ARN qui en a dans le cerveau aussi bien. Alors les dendrites ont une forme de spirale. Et le cheminement le long de ce tunnel-là se fait en tournoyant. Quand vous pouvez produire ce cheminement-là en bléturdissant. Les derviches font ça. N'est-ce pas? Oui, il brasse en quelque sorte le liquide céphalorachidien. Exactement, oui. Et puis tu voulais sortir à la salle rapidement pour avoir un renseignement soudain, si vous avez affaire. Vous avez déjà vu les gens, ça? Voilà. Oui. Ils en sont étourdis, puis ça s'assoient bien confortablement, puis ça passe au césarien. Ils reviennent. C'est ça. C'est le liquide à l'intérieur de l'oreille, n'est-ce pas? Ouais. Alors c'est lui qui me donne le sens d'équilibre. S'il n'y a pas d'équilibre, vous sortez de votre échange. La mort, c'est quand même peut-être un des secrets intouchables de l'humanité, une partie vraiment voilée, cachée de notre existence, en quelque sorte, puisque d'après vous, il n'y a pas de mort. C'est la fin qu'on pense. On croit que c'est un mur opaque, mais ce n'est pas ça. Ça dépend de notre point de vision. Oui. On peut voir à travers ça. Est-ce que vous voyez la naissance, la mort, la renaissance, la mort, comme une continuité? Comme autant de jours, oui, justement. Alors qu'est-ce qui fait qu'on a une perception, nous, qui est tronquée, qui n'est pas celle de la réalité, qui est une perception réduite à notre existence, et après ça, c'est le trou noir? Oui, pourquoi? Mais il y a ceci. D'abord, nous portons très peu attention à ce phénomène-là. Et après, mettons, toujours là-haut, hein, c'est inévitable. Dépasser ce mur d'opacité qu'on dit, je ne peux pas aller plus loin. Mais en réalité, si on dit, je ne veux pas pénétrer plus loin, on verra un grand faisceau lumière passer à travers ce tunnel véritable. Parce qu'au moment de la séparation du corps, l'ego avec le corps, c'est un jet de lumière qui s'empare de vous. C'est votre propre champ magnétique, quoi. Votre propre aura, qui vous enveloppe. Et au bout de ce tunnel-là, c'est de la lumière. Et l'homme est un être de lumière. Je dis, à outrance, l'homme est un étincelle du brésil solaire. Mais quand ses sens supérieurs, bien sont éveillés, là, je vois comme un œil de lumière, comme un faisceau de lumière. Et ça part de la pinière, ils sont lumineux ici, et ça sort par la fontanelle ici. Et c'est un tunnel, véritablement un tunnel. C'est la sortie par la fontanelle. Par la fontanelle, oui. Qui donne cette impression de tunnel. Oui. Il y a des gens qui n'ont jamais fermé cette fontanelle. Habituellement, ça ferme au bout d'une vingtaine de jours après la naissance. Parce qu'on est ouvert, j'avais bien naissance. J'ai dit à un homme, à l'âge de 21 ans, j'avais encore cette fontanelle ouverte, très ouverte. Pour qu'il y ait naissance sur le plan physique, il faut qu'il y ait rupture du cordon ombilical. Oui, justement. Est-ce que le phénomène existe aussi inversé sur le plan de la mort? Le silvercord, le fil d'argent, n'est-ce pas? On peut considérer la mort comme une naissance sur un autre plan. Oui, c'est une autre cas absolument, mais le même phénomène.
le même phénomène. Et le cordon d'argent, le fil d'argent, comme on l'appelle en mésotérisme, c'est la même chose que l'ombilique sur le plan physique. Et le processus est le même, exactement le même. Est-ce C'est qu'il y a une des, descente en spirale, une ascension en spirale. est-ce qu'il y a des accoucheurs sur l'autre plan? Définitivement, oh oui, oh oui. Oh oui, définitivement, oh oui. Ah, exactement. On vient au monde et sur ce plan-là, il y a quelqu'un C'est qui... une deuxième nous naissance, je réceptionne. reviens une deuxième naissance, puis maintenant on vous accueille en souriant, hein. Ah oui. Bon, alors je pense que déjà, c'est déjà terminé pour cette première partie. Il va y avoir une deuxième avec une période de questions. Donc, Ah oui, beaucoup de questions à je poser. vous invite à poser On des veut savoir questions. pourquoi doit-on revenir maintenant fois sur le plan physique pour faire notre cheminement dans le Par but de exemple, pardon. oui, on pourrait parler aussi des manifestations spirites d'Alain Kardec. Ces choses. Exactement, Alain Kardec, oui, il a fait des restitutions, oui, c'est eux qui ont commencé au début du siècle dans ce domaine-là. Oui. Mais c'est comme il s'en a par exemple. Bon, on va parler de tout ça après. On va faire une petite pause de 20 minutes. Alors, je vous invite à produire bien des questions. Alors, merci beaucoup, Alexandre Lachance. Ça fait plaisir. Merci.